projet a besoin de grands instigateurs, une grande cause, de grands militants. Il y a 40 ans, 3 grandes voix se sont fait entendre avec d'autres résistants et déportés, déjà leurs héritiers, pour initier un projet dénié, celui de dévoiler l'existence entre 1939 et 1942 d'un camp d'internement et de déportation, ici même, à Aix-les-Milles. Parce que l'histoire a besoin de repères et que le site mémorial est un repère en pierre, la Fondation du Camp des Milles, Mémoire et Éducation est très heureuse et très fière que Monsieur le Président de la République ait accepté d'honorer ces grands anciens, résistants et déportés que sont Denise Toros-Marter, qui est présente avec nous ce soir, Louis Monguilan et Sidney Chouraki, en apposant leur nom sur 3 de ces bâtiments éducatifs et mémoriels. Ils sont ces grands instigateurs, ces grands militants qui se sont investis inlassablement pour que naisse et se développe ce haut lieu de mémoire et d'éducation, aujourd'hui internationalement reconnu. Parce que l'éducation est notamment affaire de transmission, nous avons demandé aux jeunes ici présents de lire une très courte biographie de chacun et de chacune de ces grands anciens. Yvan Rousseau, élève au lycée du Mont-d'Urville de Toulon, va nous lire un texte sur Denise Toros-Marter. Denise Toros-Marter est née le 16 avril 1928 à Marseille. Elle est issue de 3 générations de juifs provençaux implantés à Marseille. Du côté maternel, les Tubiana, fuyant l'antisémitisme en Algérie, et du côté paternel, les Marter, originaires d'Alsace. Optant en 1870 pour la France, la famille Marter est arrêtée le 13 avril 1944 à Marseille par la police française. Livrée à la Gestapo et internée successivement à la prison des Baumettes et au camp de Drancy, puis déportée le 20 mai 1944 à Auschwitz. Denise et André seront les seuls survivants de cette déportation, ainsi que leur frère cadet René, qui rejoint le maquis et combat les nazis. Convaincue à son retour d'Auschwitz de la nécessité du témoignage auprès des jeunes, Denise en a fait le but principal de sa vie. Elle est présidente de l'Amicale des déportés d'Auschwitz, région Marseille-Provence, depuis 1985. Cofondatrice en 1992 de l'association du Wagon Souvenir et du site mémoriel du Camp des Milles, et membre du conseil d'administration de la Fondation Camp des Milles Mémoire et Éducation, Denise est officier de la Légion d'honneur. Commandeur de la Légion d'honneur, pardon. Milo Barterazo, arrière-petit-fils de Louis Monguilan, va nous lire un texte sur Louis Monguilan. Louis Monguilan, 1926-2017, résistant déporté à Mauthausen. Né le 16 avril 1926, d'origine protestante, il est résistant à 17 ans et chargé de relever les défenses allemandes entre le Grau-du-Roi et les Sainte-Marie-de-la-Mer. Dénoncé par l'un de ses voisins, il est arrêté par la Gestapo, puis déporté au camp de Mauthausen où il découvre et subit l'horreur concentrationnaire. Louis Monguilan fait une carrière militaire qui le mène au grade de lieutenant-colonel. Il sert comme parachutiste notamment en Indochine puis en Algérie. Dès qu'il apprend l'existence du camp d'internement et de déportation des Milles, il s'engage à faire connaître, agit dans ce sens auprès des associations, devient d'anciens résistants internés et déportés, et il devient en 1992 cofondateur de l'association du Wagon Souvenir et du site mémorial des Milles. C'était de mon devoir de témoigner pour rappeler ce que nous avons vécu. Louis Monguilan est commandeur de la Légion d'honneur.
Nina Chouraki, arrière-petite-fille de Sidney Chouraki et petite-fille d'Alain Chouraki, va nous lire un texte sur Sidney Chouraki. Sidney Chouraki fut engagé volontaire dans les forces françaises libres du général de Gaulle. Né le 13 octobre 1914 en Algérie, Sidney Chouraki est confronté très tôt à l'antisémitisme. Il devient avocat à Casablanca, puis il est mobilisé en 1939. Refusant la capitulation, il crée dès 1940 un groupe de résistants juifs au Maroc en contact avec Londres. Victime du statut des Juifs de Pétain, il est radié de l'ordre des avocats. Volontaire pour le Front de Tunisie, il s'échappe du camp pour Juifs de Bedeau et rejoint en Libye le général Leclerc. Il fait ensuite partie du petit nombre de Juifs autorisés à réintégrer le barreau, mais il refuse en écrivant au bâtonnier qu'il ne voulait pas de justice dans l'Église. Puis il participe à la création de la 2e division blindée, à ses combats en Normandie, à la libération de Paris et de Strasbourg, mais aussi dans des camps de Dachau. Il occupe enfin le nid d'aigle d'Hitler à Berchtesgaden le 8 mai 1945. Il est titulaire de nombreuses décorations à titre militaire, y compris la Légion d'honneur. Après la guerre, il reprend son métier d'avocat à Casablanca, puis en 1966 à Aix-en-Provence. Il y est l'un des fondateurs de la LICRA et du Centre culturel juif. Et il est l'un des principaux initiateurs dès 1982 du projet mémorial au Camp des Milles. Il décède le 3 février 2018 dans sa 104e année. Prise de parole de M. Alain Chouraki, président de la Fondation du Camp des Milles, Mémoire et Éducation. Monsieur le Président de la République, Madame et Messieurs Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadrices et consuls, Mesdames et Messieurs les élus et personnalités civiles, militaires et religieuses, Mesdames, Messieurs, chers amis. Monsieur le Président, votre visite donnerait-elle raison à Elie Wiesel, qui déclara dès l'origine de notre site mémorial et à notre grande surprise que le Camp des Milles serait, je cite, un lieu important, très important pour les siècles à venir. Notre étonnement fut grand car nous étions encore au milieu de la longue aventure trentenaire de notre projet, heureusement encouragé par notre merveilleuse Simone Veil, par Robert Badinter, Georges Semprún et bien entendu par l'engagement décisif de Serge Klarsfeld, par l'implication admirable des équipes successives de la Fondation, par la diversité féconde de nos partenariats. Votre visite est en effet essentielle parce qu'elle marque d'abord la reconnaissance historique de la mémoire de cette zone dite libre, qui fut surtout libre de voir Pétain interner de soi-disant indésirables, puis déporter les Juifs vers Auschwitz, y compris des Juifs français. Du Camp des Milles seulement, des dizaines d'enfants à partir de 1 an furent livrés aux nazis qui ne les demandaient pas. Dans ce lieu de souffrance de Vichy, le respect élémentaire dû à ces vies fauchées et au courage des justes nous interdit aujourd'hui toute indulgence envers les idées et les héritiers de Pétain. Votre présence est aussi, à nos yeux, la reconnaissance d'un modèle original de mémoire référence pour le présent, s'appuyant sur une approche de la Shoah comme paradigme universaliste, confirmée par l'histoire des génocides arméniens et rwandais, et construisant une solide convergence des mémoires de continents et de peuples pourtant très différents. Ce rapport particulier du passé au présent veut être un trait d'union vers un monde meilleur, parce que mieux éclairé par le décryptage rigoureux de l'expérience humaine.
Il est vrai que c'est un pari, celui que l'homme peut apprendre de son passé, mais un pari nécessaire pour éviter la mort de la démocratie et de terribles recommencements. Cette mémoire et ces leçons ont pu déjà être présentées ici à plus de 800 000 personnes, dont 600 000 jeunes, scolaires ou non. Quels qu'ils soient, même éloignés de cette histoire, la curiosité de ces jeunes, leur ouverture et leur écoute sont impressionnantes et confortent notre conviction que, en même temps que les faits historiques, il convient de mettre en avant les ressorts humains fondamentaux, qu'ils comprennent bien, ces jeunes, comme l'effet de groupe, mettre en avant aussi la dangerosité de ces ressorts, mais aussi leur résistibilité. Nos formateurs ont pu travailler avec des dizaines de milliers d'adultes en responsabilité, élus, magistrats, enseignants, militaires, policiers, syndicalistes, sportifs, prisonniers et tant d'autres, partout dans le pays. Notre approche scientifique et citoyenne, aujourd'hui saluée et reprise en France et à l'international, depuis l'UNESCO jusqu'à Yale ou Auschwitz, prolonge évidemment l'intention de nos grands anciens et me conduit en ce 10e anniversaire à consacrer le cœur de mon propos, à citer l'appel, toujours d'actualité, qu'ils ont lancé ensemble il y a quelques années. Nous, anciens résistants et déportés, nous avons appris durement à reconnaître les visages et les masques de l'exclusion et de la haine, comme nous reconnaissons les petits calculs ou les aveuglements qui permettent le pire. Aujourd'hui, malheureusement, par-delà les mots et les faux-semblants, nous les reconnaissons dans notre pays. Nous avons connu, subi et combattu le régime de Vichy et sa politique d'extrême droite autoritaire, nationaliste, xénophobe et antisémite. Aujourd'hui, en France et en Europe, nous voyons monter à nouveau cette idéologie extrémiste, avec ses menaces contre la paix civile entre Français. Nous savons bien tous ceux qui sont attirés par les extrémistes, mais ne fût-ce pas le cas aussi pour beaucoup de Français ou d'Allemands, séduits un moment par Pétain ou Hitler, dont ils n'imaginaient pas les horreurs futures. Serait un détournement bien connu de la démocratie, qui n'est pas seulement une élection, mais aussi des principes qui font le rayonnement de la France. Elle insulterait les combats et les souffrances des résistants, des déportés, des justes, de tous les combattants pour la République. Les menaces contre celle-ci sont certes multiples, et le terrorisme islamiste en est l'expression la plus violente. Mais c'est aujourd'hui l'extrémisme nationaliste qui peut conquérir le pouvoir et qui présente donc le danger le plus immédiat pour nos libertés et pour l'unité de notre peuple, tout en faisant le jeu des terroristes. Peu importe que l'on nous accuse de diabolisation, car nous avons bien connu les diables ordinaires qui peuvent préparer l'enfer. Nous connaissons la dynamique meurtrière de l'intolérance au pouvoir. Elle enclenche des engrenages d'action-réaction qui échappent souvent même à leurs initiateurs. Pour notre pays, pour les valeurs de la République, pour nos enfants et petits-enfants, ce risque mortel ne peut pas être pris. Fin de citation. En fidélité à cet appel, nous devons amplifier nos actions d'éducation à partir de ce lieu témoin qui prend le relais des témoins. Car nous avons besoin désormais, plus que d'un devoir de mémoire ou d'un travail de mémoire, d'un véritable courage de mémoire. Pour cela, nos analyses décrivent les étapes d'un engrenage certes résistible, mais que, pour l'essentiel, nous revivons aujourd'hui, nourris à nouveau par des extrémismes identitaires. Le souci de l'identité est légitime, l'obsession identitaire assassine. Nos analyses scientifiques montrent que l'étape principale du processus qui a conduit historiquement à la fin de l'état de droit est caractérisée par de fortes crispations identitaires et racistes, des radicalisations en miroir, des institutions attaquées, un rejet des élites, une perte de repères
et une montée de violences, en particulier antisémites. Parle-t-on ici seulement du passé? Aujourd'hui, l'histoire alerte durement le présent et la démocratie. Ne saurait-on pas alors intégrer dans nos programmes scolaires les enseignements précis et puissants de l'expérience terrible des antivaleurs? Avec le recul du temps et des sciences de l'homme, la Shoah ne peut-elle être un événement monstrueux, mais aussi refondateur, qui, paradoxalement, puisse nourrir l'espoir, puisque nous savons maintenant jusqu'où et surtout comment les peuples dits civilisés peuvent basculer dans l'horreur, et que nous savons aussi que chacun peut résister, chacun à sa manière, par des actes justes d'une grande diversité. Monsieur le Président, prévenir aujourd'hui la récurrence du mal par la transmission, l'alerte et l'engagement, à nos yeux, c'est cela le courage de mémoire. Comme nous le disait un grand préfet ici même, ici, l'on enseigne l'avenir. Oui, pour permettre à chacune et chacun de vivre libre et d'aimer demain. Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame la maire d'Aix-en-Provence, Monsieur le maire de Marseille, Madame la présidente du conseil départemental, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les préfets, Monsieur le recteur, Messieurs les officiers généraux, Madame l'ambassadrice, Monsieur le président du consistoire, Monsieur le président du CRIF, Monsieur le président de la fondation du Camp d'Émile, cher Alain, Madame et Monsieur Klarsfeld, cher Serge et Serge Beateux, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chers amis. Ce lieu maintenant préservé, nous le savons dans de bonnes mains, qu'il apporte aux jeunes générations des connaissances, des repères, leur permettant à leur tour de combattre les intolérances. Ces mots, il y a 10 ans, étaient prononcés par Sidney Chouraqui, l'un de ceux qui ont œuvré pour l'ouverture du site mémorial du Camp d'Émile, avec confiance. Pour que le camp devienne mémorial, il a fallu, vous l'avez rappelé, Alain, 30 ans de combat. Inspiré par beaucoup d'aînés que nous avons célébrés aujourd'hui, Sidney Chouraqui, Louis Monguilan, Denise Toros-Marter. Il a fallu 30 ans de persévérance, celle de ses précurseurs, la vôtre, cher Alain Chouraqui, qui trouva en Simone Veil, en Serge Klarsfeld, des alliés inlassables, celle d'anciens résistants, d'anciens déportés, d'historiens, de citoyens, de femmes et d'hommes pour qui cet espace d'effroi ne pouvait pas disparaître, ne devait pas disparaître. Il a fallu 30 ans de persévérance, depuis la première mobilisation contre la destruction de la salle des peintures murales en 1981. Après la pose d'une stèle commémorative et l'inauguration d'un chemin des déportés en 1985, ce furent des décennies de combats civiques, d'approfondissement scientifique, nourris entre autres par les travaux de Serge Klarsfeld sur le transfert des Juifs de la région de Marseille. En 2012, enfin, au terme de cette longue marche des consciences pour sauver le Camp d'Émile de l'oubli, oserais-je dire parfois du refus de voir, le mémorial fut ouvert et devint ce lieu de commémoration et de transmission. Et je veux ici vous remercier pour ce combat, remercier vos compagnons de route, mais aussi les membres actuels et passés du conseil scientifique, vos équipes et tous les bénévoles qui, depuis 10 ans, ont permis, vous l'avez rappelé, à 800 000 visiteurs, mais est-on simplement visiteurs de ce mémorial ? 800 000 femmes et hommes qui sont venus ici frotter leur conscience et qui, en donnant de leur temps, les uns salariés, les autres bénévoles, ont permis à ce mémorial de faire sa mission. Tous ces passeurs, vous,
et ceux que je viens d'évoquer tiraient leur persévérance d'une conviction puissante, que le camp d'Émile n'était pas un accident de l'histoire, mais le fruit d'un glissement délibéré vers le crime. Que le camp d'Émile venait de plus loin, de la haine antisémite de l'affaire Dreyfus, de la lente érosion de l'esprit républicain et de son effondrement brutal. Et que seul l'enseignement pouvait briser la répétition de la tragédie qui eut lieu ici, entre ces murs d'argile, dans cette pénombre, dans ces wagons convoyés par les assassins. L'histoire du camp d'Émile débuta en effet avec les errements des derniers gouvernements de la République, qui choisirent d'interner ici, sans distinction, les ressortissants des nations à qui la France venait de déclarer la guerre. Ces dirigeants manquaient alors à la promesse de la République, avant même qu'elle ne connaisse son éclipse de notre sol. Ainsi, de 1939 à mai 1940, furent retenus au camp d'Émile des Allemands, des Autrichiens, des Tchèques, et en premier lieu des opposants politiques au gouvernement nazi, des artistes persécutés, des dissidents. Quelque part entre Kafka et Ubu, commenta avec sarcasme Max Ernst, pour n'en citer qu'un. Contre tous nos principes républicains, ces étrangers furent privés de droits dans les limbes d'une Europe en guerre. Le camp d'Émile porta ensuite l'empreinte du régime de Vichy, né de la débâcle et de la compromission. La clause 19 de l'armistice signée par le maréchal Pétain prévoyait la remise des ressortissants allemands aux autorités de leur pays. Ainsi, en juillet 1940, 700 internés furent livrés au Reich. Parallèlement, furent transférés aux milles les étrangers des camps du Sud-Ouest, anciens des brigades internationales d'Espagne ou juifs expulsés d'Allemagne. Ils s'entassèrent entre les cheminées d'aération, dans la promiscuité, la vermine et la faim. Puis, à l'automne 1940, Vichy décida de transformer les milles en camps de transit et d'internement pour tous les étrangers en instance d'émigration, ceux qu'il classait dans la catégorie d'indésirables. Plusieurs milliers de retenus, des hommes pour la plupart de toute nationalité, juifs en majorité, tentèrent d'obtenir un visa pour un pays d'accueil, par les voies légales ou non. 4 fois sur 5, en vain. Le camp d'Émile nous rappelle qu'il y eut sur notre sol, oui, des camps, et bien d'autres. Struthof, Beaune-la-Rolande, Noé, Pithiviers, Ressé-Bédoux, Rivesaltes, Drancy. Et qu'en zone libre, il y eut ces camps. Et qu'en zone libre, la déportation fut organisée. Car le camp d'Émile, ce furent enfin les crimes de l'État français. Le lundi 3 août 1942, à 9h30, le camp d'Émile fut bouclé. Des hommes juifs, issus des groupes de travail étrangers de toute la région, furent conduits au camp. Dans la soirée, des femmes et des enfants des hôtels de Marseille furent aussi emmenés dans l'ancienne Tuilerie. Le 10 août, cette journée terrible dont parle Raymond Raoul Lambert, directeur général de l'Union générale des Israélites de France. Des wagons noirs comme des corbillards attendaient sur des voies de garage, écrit-il. Au terme des instructions arbitraires des autorités françaises, une 50aine d'enfants âgés d'à peine plus de 2 ans furent déportés. Un premier convoi de 262 personnes fut bientôt suivi par un autre, de 538 damnés partis du camp 3 jours plus tard. D'autres wagons encore dans les semaines suivantes. Au total, en août et septembre 1942, plus de 2000 juifs détenus ici furent déportés vers Auschwitz, via Drancy ou Rivesaltes. Le régime du maréchal Pétain administrait alors, en son nom, une zone dite libre. Cette France était exempte du joug des nazis. Ces derniers, parmi leurs requêtes, n'avaient pas exigé que les enfants soient inclus dans ces rafles.
Pierre Laval en avait seul pris l'initiative. Les Juifs déportés par la police, obéissant à ses ordres, furent les victimes d'un régime forgé par l'antisémitisme. Oui, ces Juifs furent les victimes délibérées de l'État français. Au camp des Milles, la France aux mains de Pétain et Laval s'est de nouveau perdue. Elle a raturé les principes de 1789. Si la République a été brisée à Bordeaux, en forêt de Compiègne, à Montoire, c'est aux Milles qu'elle connut, comme au Veldiv, l'un de ses plus complets parjures. Ici, ce fut la trahison par le régime de Vichy du droit d'asile. Les réfugiés devinrent des otages. Ce fut l'antisémitisme d'État incarné par des barbelés et des lois iniques. La haine pour les Juifs des collaborateurs ne s'arrêta pas à la nationalité de leurs victimes. Ici, se sédimente chaque renoncement, chaque faute, chaque crime des autorités françaises. Cette mention légionnaire tracée là où étaient regroupés ceux qui avaient fait le choix de servir la France et pour laquelle ils avaient tout sacrifié. Le deuxième étage, où s'entassaient les femmes et les enfants sur des paillasses. La gare, d'où partaient vers la Shoah des wagons sans retour. Ces murs rougis en sont la trace impérissable. Ils portent dans l'épaisseur de leur glaise les dessins des prisonniers. Ils résonnent des mots du pasteur Henri Manin qui décrit les enfants grelottant sous la rosée de la nuit. Ils sont fendus d'un seul puits de lumière d'où les damnés s'abreuvaient de clarté. Ils soutiennent une fenêtre d'où des femmes et des hommes préféraient tenter de se suicider plutôt que s'embarquer vers la mort de masse. L'enfer qu'ils ont connu ici fut le résultat d'un projet politique résolument fomenté, mis en œuvre et exécuté. Et pourtant, il n'était pas impossible de l'empêcher. Pour preuve, la tentative en mai 1940 du capitaine Goruchon de soustraire à l'arrivée des nazis les internés du camp des Milles via un train pour Bayonne. Pour preuve, le courage des justes parmi les nations, comme le gardien Auguste Boyer et son épouse Marie-Jeanne, qui aidèrent ceux enfermés aux Milles. Pour preuve, cette protestation de l'esprit européen qui trouva ici la force de se maintenir jusqu'en dans le dénuement et l'opprobre. Passa dans ce camp ce que la civilisation allemande comptait alors de meilleur, des dramaturges, des politiques, des sculpteurs, des dessinateurs, des écrivains, des prix Nobel. Les murs rouges des Milles sont aussi les cimaises de la conscience humaine et portent les vestiges d'un cabaret berlinois importé ici et plus de 400 peintures dessinées à la lueur d'une bougie. Entre autres cette scène que nous avons revue tout à l'heure, façon Dada, dans la salle des gardiens, et un cœur qui porte ces mots, qui sont une autre devise de l'esprit républicain. La liberté, la vie, la paix. Pour preuve, la réaction de tous ces Français ordinaires qui, dès l'été 1942, condamnent ce que l'État français décide de faire, prennent des risques, aident, dénoncent, et par cette pression exercée font progressivement plier pas à pas les décisions les plus absurdes et les plus criminelles. Il y a, au fond, dans cette période, ce clair-obscur et ces sources d'espoir où le courage s'éveille et où aussi les consciences ordinaires sont là pour dire que quelque chose peut advenir et que le mal n'est pas installé partout. C'est donc une confiance paradoxale qui naît ici. Car quiconque visite le camp des Milles est saisi d'effroi devant ce vertige du génocide des Juifs. Vertige redoublé même, puisque les concepteurs du mémorial ont voulu que ce dernier mette en miroir d'autres crimes imprescriptibles, le génocide arménien comme le génocide rwandais, mais qui nourrit cette confiance paradoxale en montrant à chaque fois que rien n'était totalement écrit.
Ce mémorial d'Émile, vous l'avez rappelé à l'instant, déplie chaque étape de ce chemin universel. La Shoah est singulière, unique, incomparable. Mais les mécanismes génocidaires ont des communs. Et c'est ici ce que vous déployez, partant de la haine de l'autre et conduisant au crime de masse. Le mémorial restitue un climat politique, démontre les ressorts de l'entreprise génocidaire. Il dit pourquoi les mêmes causes produisent les mêmes effets dans d'autres lieux, à d'autres époques. L'antisémitisme, le racisme, toute forme de rejet portent en elle l'anéantissement de toute humanité, comme la nuée porte en elle l'orage. Celui qui veut purifier au nom de son ethnie, de sa nation, de sa religion, commence par des outrages, poursuit par des incarcérations, termine par des assassinats. À tout moment, cette escalade de la haine dont le camp d'Émile fut un exemple hier et dont il reste le témoin aujourd'hui, est là. Ce passé advenu permet aussi d'éclairer notre avenir. Car il ne tient qu'à nous de résister à ceux qui falsifient l'histoire, feignent d'adopter la République tout en trahissant ses valeurs. Ici, au Mille, la France a été telle qu'elle ne doit plus jamais être. Et si nous sommes ici, 80 ans après la déportation des Juifs du camp d'Émile, c'est pour dire que notre nation doit être la voie de l'humanisme, de l'état de droit, du refus de la haine. Le régime de la collaboration continue, malgré tout, de recruter des adorateurs, et il dispose toujours d'héritiers. Sachons ouvrir les yeux sur la montée de la xénophobie et de l'antisémitisme. Tendons l'oreille aux résurgences du racisme. Ne soyons jamais dupes des habits neufs que les mêmes idéologies de division adoptent pour nous leurrer. Et répétons avec force contre le silence, les omissions ou les compromissions, que les victimes étaient des Juifs, que leur seul crime était d'être juifs, que leur assassinat n'avait d'autre mobile que la haine des Juifs. Ceux qui ont fondé le mémorial ont voulu nous éclairer et nous passer le relais. Existent encore aujourd'hui des témoins, mais il y a ce travail de mémoire et ce courage qui en découle, dont vous venez de parler. Celui qui nous appelle, et je remercie le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Éducation d'être à mes côtés à cet égard, à nous battre de manière intraitable contre toutes celles et ceux qui, aujourd'hui, ne respectant pas la loi de la République, continuent des violences antisémites, racistes ou anti-religieuses, et de forger les consciences et d'enseigner, et de savoir déjouer ces chemins de l'habitude qui sont si bien nourris par ceux de l'ignorance. Ce combat, c'est celui de la République. Et ce que ce mémorial nous enseigne, c'est que cette République est un combat de chaque jour. Rien n'y est jamais acquis. Rien. Et qu'en sachant regarder en face les mécanismes qui nous ont conduits, quelques décennies après avoir fait renaître cette même République sur notre sol, à mener le pire ici, c'est aussi pour nous dire qu'il faut continuer ici et ailleurs d'y bâtir l'avenir. C'est aussi pour cela, intransigeant et lucide, que nous serons à vos côtés dans ce projet d'une maison des enfants et des livres, dont la préfiguration presque est ici suggérée par l'exposition préparée par Serge et Beate Karsfeld. Intransigeant et lucide. C'est ainsi que vous apparaissez à travers vos combats et votre œuvre, cher Alain Chouraqui. Né en 1949, vous êtes marqué, comment ne pas l'être, par ce père glorieux. Sidney Chouraqui, grand résistant, soldat de la France libre, avocat indomptable qui fut aussi votre maître à penser, vous a transmis la conviction que l'humanité enfantait le meilleur comme le pire, l'honneur et l'horreur. Lui qui avait côtoyé les deux de si près.
Après une enfance marocaine, vous qui aviez déjà l'histoire en héritage, optez pour une double spécialisation de juriste et de sociologue. Et votre brillante carrière universitaire de directeur de recherche au CNRS se mènera aussitôt à cette quête pour préserver le camp d'Émile, dont je viens de dire ici, en quelques mots, la longue histoire, et qui vous doit tant. Vous avez été enseignant, chercheur, et au fond, combattant et militant, intellectuel complet, qui continue d'écrire et qui ne cessera pas ce combat. Grâce à vous, le mémorial inscrit avec force dans notre histoire ces déportations antisémites menées de son propre chef par l'État français. Vous lui avez apporté un rayonnement international par cette analyse pluridisciplinaire de l'engrenage racialiste qui mène de manière inexorable au crime de masse. Tel un théorème dont vous avez mis en exergue la formule, lisible ailleurs, en Arménie ou au Rwanda. Depuis 2015, vous êtes titulaire de la chaire Éducation à la citoyenneté, sciences de l'homme et convergence des mémoires de l'UNESCO, inaugurée ici même par mon prédécesseur. Et la rigueur de vos travaux a permis de regrouper un réseau d'universités et d'institutions mémorielles, du Musée national d'Auschwitz-Birkenau au centre du mémorial du génocide de Kigali, œuvrant ainsi à l'apaisement, à la réconciliation de toutes les mémoires et à ce devoir de courage contemporain et d'avenir. Le mémorial éclaire les consciences, milliers d'élèves, de quartiers défavorisés et d'ailleurs, d'EPID, de centres sociaux, de détenus. Des ateliers participatifs permettent de rendre sensibles et intelligibles des mots inconnus ou incompris. Et à chaque fois ou presque, ceux qui voient et qui entendent finissent par comprendre, quels que soient les préjugés avec lesquels ils arrivaient, quels que soient les impensés qui précédaient. Éclairés à jamais par les ressorts d'un mal dévoilé jusqu'à ses racines. Le mémorial forme également des hauts magistrats, des policiers, des sportifs, des enseignants, parce que vous avez la conviction que c'est ainsi, en fortifiant le corps social dans son entier, que la haine trouvera des remparts contre sa course en nous, parmi nous. Votre ouvrage, pour résister à l'engrenage des extrémismes, des racismes et de l'antisémitisme, fut récompensé du prix Seligman contre le racisme, l'intolérance et l'injustice, et vous fut remis en Sorbonne. Pour résister à cet engrenage, il nous faut encore et encore rappeler un passé que certains, ici et maintenant, falsifient pour se dédouaner de leurs desseins. Il nous faut refuser le révisionnisme des uns, l'euphémisme des autres, l'oubli qui cherche parfois à s'insinuer en nous. Pour résister à cet engrenage, il nous faut former des citoyens qui inventent leur vie par la connaissance, l'enseignement et la mémoire. Et dans notre époque, où la brutalité, la violence et la haine ne désarment jamais, nous avons besoin des engagés qui les repoussent dans les esprits, avec les instruments de la raison et de la transmission. Cher Alain Chouraqui, vous êtes l'un de ceux-là, une sentinelle, un combattant. Et à l'heure où ces mots de la démocratie, de république, de droits de l'homme et du citoyen sont contestés par les uns et dont les autres oublient en quelque sorte les combats qu'ils présupposent et la conscience qu'ils exigent, vous leur avez offert un lieu où ils furent anéantis, mais d'où ils se propagent à nouveau. Ce mémorial fut votre quête, ensuite votre thèse, pour ainsi dire, matérialisée. Il est désormais votre manifeste, ici, et dans l'esprit de tous ceux que vous avez irrémédiablement éclairés. Alors pour ce travail de si longue haleine et de si grande portée, pour ce mémorial des 1000 qui est un lieu de mémoire pour la nation, de vigilance pour le monde et de construction de notre avenir, j'ai aujourd'hui la joie et l'honneur de vous remettre les insignes de chevalier de la Légion d'honneur.
Monsieur Alain Chouraqui, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.